documents militaires publiés à ce jour ne révèlent pas qui en fut le commanditaire et des mesures strictes furent apparemment prises afin que cette affaire ne fasse jamais l'objet d'une discussion publique. Après cela vint l'ordre du général Eisenhower d'arrêter les troupes anglo-américaines au niveau de la ligne d'Elbe, subséquemment d'abandonner Berlin, Vienne et Prague ainsi que toute l'Europe de l'Est aux armées soviétiques. Il s'agissait d'une vengeance qui ciblait tout autant les amis que les ennemis, parce qu'elle signifiait l'abandon de la moitié du continent à l'asservissement soviétique. La barbarie de cette vengeance fut accentuée par l'ordre, dont les conséquences ont été décrites précédemment à travers les yeux d'un témoin donné aux armes alliées d'interdire par la force la fuite vers l'ouest des réfugiés depuis les territoires délaissés. À ce moment-là, les canons britanniques et américains se tournèrent vers nombre des victimes d'Hitler, aussi bien que vers des femmes et des enfants allemands. Le paroxysme vint ultérieurement depuis les camps où des centaines de milliers de ces réfugiés étaient rassemblés après avoir rejoint l'ouest antérieurement, où malgré la ligne de démarcation, nombre d'entre eux furent désignés pour être ramenés vers leurs poursuivants. L'Angleterre avait établi l'esclavage dans ses colonies d'outre-mer. Plus d'un siècle auparavant, en Amérique, le président Lincoln l'avait aboli pendant la guerre de sécession de 1861 à 1865. Par ces actes, les dirigeants de l'Angleterre et de l'Amérique réintroduisirent l'esclavage en Europe en 1945. Les procès des criminels de guerre constituèrent les sommets de la vengeance, et l'Everest fut atteint avec le procès des dirigeants nazis à Nuremberg. Le méchant que les masses étaient incitées à détruire depuis 6 années ne fut absolument pas cité dans l'acte d'accusation, même in absentia, bien que son conseiller Martin Bormann, dont la mort ne fut pas plus ou moins prouvée que celle d'Hitler, y fut inclus. Cette importante lacune à la fin de la carrière d'Hitler pourrait être aussi significative que de nombreuses autres omissions antérieures concernant ce qui est généralement connu à son sujet. À notre époque, où l'infiltration de tous les partis, classes et gouvernements par les agents de la Révolution est un fait connu et avéré, il est intéressant de noter que les nombreux ouvrages à son sujet ignorent ses liens initiaux avec le communisme et les preuves irréfutables concernant son passé communiste. Le dossier de la police de Vienne concernant le début de sa carrière a apparemment disparu. Le capitaine Rohem, qui fut son dernier chef de l'armée brune, déclara à l'un des officiers des chemises brunes, qui me le rapporta, que lorsqu'en 1919 les troupes bavaroises chassèrent le gouvernement bolchevique de Munich, Adolf Hitler Jacob Rothschild, qui était encore un inconnu, fut fait prisonnier avec le garde du corps de Lévin, l'émissaire de Moscou, et réussit à sauver sa peau en devenant informateur. Cela pourrait expliquer pourquoi Rohem, détenteur d'informations à charge, fut supprimé par Hitler à son arrivée au pouvoir. La proposition de dénomination initialement faite par Hitler lui-même pour le Parti national-socialiste était le Parti social-révolutionnaire. Il se décrivit lui-même comme étant l'exécuteur du marxisme, non pas l'exterminateur, et il déclara que Hermann Röchning, qui avait construit son organisation sur le modèle communiste, je rencontrai Hitler une ou 2 fois et je l'étudiais avec attention pendant de nombreuses années avant et après son ascension au pouvoir. Je crois qu'aucune étude réellement instructive à son sujet et sur le rôle qu'il joua n'a encore été publiée à ce jour. Cette période fut marquée par une série d'événements qui furent délibérément conçus afin de leur donner une nature caricaturale et particulièrement humiliante pour l'Occident chrétien. C'était comme si les prisonniers étaient forcés à faire les clowns pour amuser leurs gardiens. Cela fut illustré à Nuremberg, lorsque le juge soviétique fut retenu pour lire la partie du jugement qui condamnait les Allemands pour avoir déporté des hommes et des femmes depuis leur demeure vers des camps éloignés où ils travaillèrent comme des esclaves. Les membres britanniques, américains et français
de la cour écoutèrent pendant que la justice occidentale, qui constituait leur héritage et leur légitimité, faisait l'objet de moqueries. À ce moment-là, selon les accords de Yalta, les Allemands, les Polonais et bien d'autres étaient enlevés de leur maison et envoyés dans les camps d'esclaves. Derrière ce juge soviétique planait l'ombre des geôles moscovites où des hommes étaient liquidés sans aucune autre forme de procès. Et c'est des vastes zones de détention sibérienne où par les 30 années à venir des millions d'êtres humains allaient être réduits en esclavage sans même avoir été accusés ou jugés. Voilà pour les sommets de la vengeance. Sur leur contrefort, un nombre incalculable de faits plus mineurs eut lieu, faits qui constituèrent les pages les plus sombres de l'histoire récente de l'Occident. Il s'agissait d'un retour à la barbarie où se trouvait son origine. Quel pouvoir fit que les dirigeants occidentaux soutinrent la révolution venue de l'Est sous la forme d'une vengeance similaire à celle pratiquée par des tribus sauvages et primitives. Cette vengeance n'était pas celle de l'Éternel selon l'acception chrétienne de qui venait cette vengeance. Manifestement, certains actes symboliques furent menés afin d'établir l'autorité ou nature de la vengeance. Ces actes de couronnement symbolique constituèrent la reproduction, après quasiment 30 ans, l'acte similaire commis pendant la Révolution en Russie, les fanfaronnades talmudiques laissées sur les murs de la chambre où les Romanov furent assassinés et la canonisation de Judas Iscariote à l'issue de la Seconde Guerre mondiale, les dirigeants nazis furent pendus le jour juif de l'expiation. De cette manière, leur exécution fut présentée aux juifs sionistes comme analogue à la vengeance que Mardoché infligea à Haman et à ses fils. Ainsi, dans le village bavarois d'Ongbermergo, où la pièce de théâtre connue dans le monde entier et qui représentait la Passion était jouée depuis 3 siècles, les acteurs représentaient les personnages principaux passèrent devant un tribunal communiste pour activité nazie. Ceux qui jouaient le rôle de Jésus et des apôtres furent tous jugés coupables. Le seul qui fut acquitté est celui qui jouait le rôle de Judas. Ces choses-là n'arrivent pas par hasard. Et de cette façon, on donnait à la vengeance infligée à l'Allemagne comme à celle qui précède avait été infligée à la Russie la marque d'une vengeance talmudique, c'est-à-dire une vengeance à l'encontre de la chrétienté. Le Talmud sioniste satanique constituant la continuation spécifiquement antichrétienne de la Torah pré-chrétienne, la loi vengeresse se répandit de part et d'autre et de la ligne qui était censée être un rideau de fer, séparant le monde libre de l'Est asservi pour ce qui était de la vengeance. Il n'y avait pas de rideau de fer, Nuremberg était à l'ouest, Oberhammergau était dans la zone soviétique. En choisissant le jour juif du jugement pour la pendaison des dirigeants nazis et des hauts grades allemands, les responsables occidentaux donnèrent à la conclusion de la Seconde Guerre l'aspect d'une vengeance invoquée spécifiquement au nom des juifs sionistes. La tournure qui prit le procès démontra l'objectif de la vaste propagande falsificatrice menée au cours de la guerre que j'ai décrite précédemment. Les crimes contre les juifs sionistes furent isolés pour une enquête séparée, comme si les juifs étaient différents des autres êtres humains. Et lorsque le verdict fut prononcé, des centaines de millions d'êtres humains en Europe de l'Est furent abandonnés à une persécution générale concernant tous les hommes, proportionnellement à ce que les Juifs subirent en Allemagne. Cette accusation spécifique, retenue contre les inculpés, devint le cœur du dossier, selon les mots du capitaine Lied-Delhart, et était basée sur l'assertion que 6 millions de Juifs avaient été tués au fil du temps. Le terme « tuer » remplaça le terme « périr ». Un tribunal impartial aurait au départ exclu tout acte d'accusation basé sur cette donnée totalement invérifiable et mensongère. À Nuremberg, les avocats qui, dans un procès privé, auraient demandé l'acquittement en raison d'une déclaration non prouvée à une décimale ou à un chiffre près, utilisèrent ce chiffre fantastique comme fondement de leur acte d'accusation. J'ai décrit précédemment avec des preuves
issu de sources juives, le processus grâce auquel les années après années les Juifs furent isolés de la masse des victimes d'Hitler et leur nombre crut à volonté jour après jour. L'autodafé mené par Hitler Adolf Rothschild devint la destruction des livres juifs. Ces camps de concentration où 90% des détenus étaient allemands devinrent des camps de concentration pour les juifs sionistes. Un rapport fait pendant la guerre au sujet du meurtre de 150 000 Russes, blancs, ukrainiens et juifs à Kiev fut transformé en 150 000 juifs et cela continue ainsi interminablement. La déclaration concernant les 6 millions de juifs acceptés par les juges sans discussion fut le résultat final de ce processus. En 6 années de guerre, les Allemands, les Japonais et les Italiens utilisaient toutes les armes possibles, tuèrent 824 928 000 combattants britanniques ou Commonwealth et américains salariés de la marine marchande et civile. Si l'on prend pour hypothèse que les Allemands tuèrent, disons, la moitié de ces victimes en Europe, alors ils tuèrent selon cette assertion 15 fois plus de Juifs. Pour réaliser cela, ils auraient eu besoin de telles quantités d'hommes, d'armes, de véhicules et de matériel que cela leur aurait permis de gagner la guerre à plusieurs reprises. Ce chiffre se méritait même pas que l'on s'y attarde s'il n'avait pas été utilisé pour donner à la Seconde Guerre le nom de guerre anti-juive. Et si à nouveau cela se préparait par les fondements d'une quelconque troisième guerre, c'est pour cette raison que nous allons maintenant étudier ce chiffre. Jamais au cours de l'histoire depuis l'Antiquité jusqu'à nos jours, le nombre de judaïtes, judéens ou juifs vivant à une quelconque époque n'a jamais pu être évalué. Pour cette raison, le nombre touché par n'importe quelle catastrophe ne peut pas non plus être évalué. Il y a beaucoup d'autres raisons pour lesquelles le nombre de victimes juives pendant la Seconde Guerre mondiale ne peut être déterminé. Le processus de mystification commence dans la Genèse et continue dans la Torah. Par exemple, les 70 personnes menées en Égypte par Jacob augmentèrent apparemment jusqu'à atteindre 2 ou 3 millions en 150 ans. À chaque époque, des variations importantes et parfois considérables apparaissent dans les estimations et seules des estimations sont possibles puisque le terme actuel juif est légalement indéfinissable et statistiquement insaisissable. Le docteur Hans Kohn, éminent chercheur juif, écrivit dans son article sur l'attribution géographique des Juifs publié dans l'Encyclopædia Britannica de l'année 1942. Ouvrez les guillemets, étant donné le fait que dans plusieurs des pays où le plus grand nombre de Juifs vivaient en 1941, le recensement n'incluait aucune question relative aux religions. Le nombre exact de Juifs dans le monde en 1941 n'a pu être certifié. La définition des personnes pouvant être catégorisées comme appartenant à la race juive n'est en aucun cas arrêtée. Dans les pays où le recensement incluait des questions sur les origines religieuses, il est quand même difficile de définir exactement ce critère de foi juive. Ainsi, l'hypothèse qui variait généralement autour du chiffre de 16 millions pour le monde entier ne repose-t-elle en rien sur des chiffres exacts, et cette incertitude concernant le nombre de juifs dans le monde s'est ajoutée au cours des années avec incertitude croissante sur leur distribution numérique au sein des différents pays et continents. Il est probable que plus de 6 millions de juifs vivaient en Pologne et en Russie. Des bases plus fragiles que celles-ci, ne serait-ce que pour des estimations sans même parler des statistiques, sont difficilement imaginables et pourtant au cours de la période qui suivit, lorsque toutes les confusions supplémentaires liées à la guerre et à l'occupation furent ajoutées à ces frêles fondations, un nombre précis de victimes juives fut produit jour après jour, relayé par des milliers de propagandistes assidus, et il fut finalement affirmé que celui-ci atteignit les 6 millions. Dr. Kohn déclare qu'il avait probablement
plus de 6 millions de juifs vivant en Pologne et en URSS en 1941. En ce qui concerne l'URSS, cela pourrait corroborer une autre autorité juive, le professeur H.M.T. Lowy, qui écrivit dans l'Encyclopédia Britannica de 1937 que 2 700 000 juifs vivaient alors là, d'une manière similaire, 4 années plus tôt, en 1933. Le journal juif Opinion avait affirmé que la population juive en URSS était inférieure à 3 millions et l'encyclopédia soviétique officielle de 1953 avance que la population juive de l'Union soviétique en 1939 était de 3 millions et 20 000 juifs. Ce quasi-consensus parmi 4 auteurs de renom sur la période de 1933 à 1941 pourrait pousser le lecteur à croire que le nombre de juifs, au moins dans un pays de l'URSS, fut établi avec une justesse suffisante pour une époque donnée. Au contraire, il s'agit d'une jungle statistique où rien n'est jamais établi. En 1943, le commissaire juif du peuple Mikoel déclara à Londres, d'après le Johannesburg Jewish Times de 1952, ouvrez les guillemets, nous avons aujourd'hui en Union soviétique 5 millions de juifs. C'est 2 millions de plus que 2 années auparavant. Et si c'était vrai, cela signifiait probablement que la plupart des juifs de Pologne, après la brouille entre Hitler et Staline, rejoignirent le territoire soviétique. Toutefois, dans le même numéro de Jewish Times, un grand écrivain juif, M. Georges Lefkowitz, déclara qu'en 1952, la population juive en URSS était égale à 2 500 000 juifs, une perte de 2 500 000 juifs depuis 1943 et s'interrogea où et comment ont-ils disparu. La réponse, à mon avis, est que la plupart d'entre eux disparurent au fin fond des statistiques. Ce n'est pas la fin de l'imbroglio concernant cette partie de la question. L'Encyclopédia Britannica de 1937, tout en donnant le chiffre de 2 700 000 juifs en Russie, selon un expert juif, affirmait qu'il représentait approximativement 6% de la population totale. La population totale donnée en un autre endroit était de 145 millions et 6% de ce chiffre équivaudrait à 8 700 000. Sur ce sujet, les encyclopédies, les bilans statistiques annuels et les almanachs sont contradictoires et peu fiables. Je pourrais en multiplier les illustrations. Par exemple, le Congrès juif mondial de 1953 annonça que la population juive en URSS s'élevait à 1 500 000, mais déambulé dans un labyrinthe sans issue et inutile, tous les chiffres publiés sont des estimations réalisées selon le bon plaisir des experts et sont sans valeur. Un comptable pourrait écrire un livre sur les efforts des encyclopédistes pour faire coïncider la population juive mondiale d'après-guerre avec les estimations d'avant-guerre. Moins 6 millions, les chiffres sont délicats à manipuler. En voici quelques exemples. Dans son édition de 1947, le World Almanac, bilan annuel américain, qui est considéré comme une référence, évaluait la population juive mondiale de 1939 à 1 million à 15 688 259. Dans les éditions ultérieures jusqu'en 1952, cette estimation d'avant-guerre fut augmentée sans explication d'1 million jusqu'à 16 643 120 000. La population annoncée pour l'année de 1950 était de 11 940 000, ce qui soustrait du premier chiffre donné pour 1939 aboutit à une réduction de presque 4 millions et non pas de 6 millions. Cependant, néanmoins, cette estimation est-elle basée sur une autre estimation, à savoir que celle qui évalue la population juive de l'URSS en 1950 à 2 millions, ce qui laisse toujours sans réponse la question de M. Lefkowitz relative à la déclaration du commissaire du peuple Mikoel, comme quoi en 1943 la population juive de l'URSS était égale à 5 millions. En Angleterre, Whitaker Almanac,
qui jouissait d'une renommée similaire, fit face au même problème. Dans ses éditions de 1949 à 1950, il fournit une estimation de la population juive mondiale en 1939 égale à 16 838 000 et à 11 385 200 pour l'année de 1949, une baisse de près de 5 500 000. Toutefois, les chiffres donnés pour la population juive pays par pays aboutissaient à un total de 13 120 000 au lieu de 11 385 200. Incidemment, en 1950, Wintaker évaluait la population juive de l'URSS à 5 300 000 contre le chiffre de 2 millions donné par le World Almanac pour la même année. Ces deux publications bénéficient de la meilleure réputation en matière de scrupuleuse exactitude, et ils ne sont pas à blâmer, car dans ce domaine spécifique, seules des estimations de sources juives sont disponibles, et pour des raisons évidentes, on ne peut s'y fier. Je mis en exergue ces incohérences dans un livre qui sortit en 1951 et notait qu'en 1952, Wintaker ne faisait plus mention de ses estimations de la population juive. Il avait apparemment abandonné cette quête statistique désespérée et avait eu raison de faire ce choix. Une autre encyclopédie arrêta de traiter ce sujet dans son édition de 1950. Finalement, le New York Times, qui pourrait être décrit comme le plus grand journal juif au monde, il est détenu par des juifs et aujourd'hui, New York est en avant toute une ville juive. Publia en 1948 un article qui se voulait être une référence statistique qui comptabilisait la population juive dans le monde 3 années après la fin de la guerre, une estimation comprise entre 15 700 000 et 18 600 000. Si l'un ou l'autre de ces chiffres était proche de la vérité, cela signifiait que la population juive mondiale était restée stable ou avait augmenté durant les années de guerre. Les articles de journaux sont rapidement oubliés, sauf si des chercheurs sérieux les conservent, mais les inventions provenant des grands propagandistes sont diffusées. Ainsi, les historiens, ces hommes minutieux, pour ce qui est des autres sujets, transmirent-ils la légende de l'extermination massive à la postérité. À la fin de la guerre, le professeur Arnold G. Toynbee entreprit de réaliser son monumental Study of History et dans son 8e volume de 1954 déclara que les nazis réduisirent la population juive d'Europe continentale à l'ouest de l'Union soviétique d'approximativement 6,5 millions à approximativement 1,5 million par un processus d'extermination massive. Il qualifia cela de données statistiques brutes, puis ajouta en note de pied de page qu'il ne s'agissait pas d'une donnée statistique. Il n'est pas possible de donner un chiffre exact basé sur des statistiques précises, et en 1952, il semblait improbable que les informations nécessaires à cela soient jamais disponibles. Le professeur Toynbee expliqua que son chiffre était basé sur des calculs provenant des sources juives dans lesquelles résidaient plusieurs sources d'erreurs possibles, et conclut qu'il pouvait être estimé que 5 millions de juifs continentaux avaient été menés à la mort par les nazis. D'un point de vue historique, cette estimation n'a pas de valeur. Le point de départ pour appréhender cette question réside dans le fait qu'il n'est pas possible que 6 millions de juifs en tout chiffre proche de cette valeur aient été menés à la mort ou amenés à périr en raison des éléments donnés au début de cette discussion. Cette assertion seule faite devant la cour de Nuremberg était un affront à leurs 825 000 combattants marins et civils tués sur tous les camps de guerre, affront dont seuls les dirigeants occidentaux de ce siècle auraient pu être capables. Le nombre de juifs qui furent tués ou qui périrent ne sera jamais connu pour les raisons déjà mentionnées et partiellement découvertes par le professeur Toynbee dans le note de pied de page de son livre. Le seul terme juif est indéfinissable. Les juifs constituent rarement une catégorie statistique isolée et à aucune époque le nombre de juifs vivant dans le monde n'a pu être certifié avec une quelconque précision. De fait, toute tentative d'atteindre une
cohérence statistique par les recensements où les données relatives à l'immigration est attaquée comme étant discriminatoire et antisémite, par exemple. Désormais, il ne sera plus demandé aux immigrants souhaitant s'installer en Australie s'ils sont juifs. Cela fut officialisé à Sydney par le comité exécutif des Juifs d'Australie qui protestait contre cette pratique auprès du bureau de l'immigration, The Ipswich Times Johannesburg. En Angleterre, il est possible, étant donné l'absence de statistiques officielles, de faire plus que de deviner judicieusement le nombre exact de juifs en Grande-Bretagne reste un mystère. The Socialist Record Johannesburg. En Amérique, le président Roosevelt fut soumis à une pression ininterrompue afin d'abolir l'obligation de mentionner juifs sur les formulaires d'émigration, et en 1952, une vaste campagne fut menée par l'Anti-Defamation League et l'American Jewish Committee contre la loi McCarran. Walter, parce qu'elle visait à rétablir cette obligation. Cette loi fut finalement adoptée malgré le veto du président Truman, mais même une application scrupuleuse de la loi nouvelle rétablie ne permettrait pas de clarifier les choses, puisque les candidats, s'ils le souhaitaient, peuvent répondre britannique ou de répondre de ce type au lieu de juif. En termes statistiques, cette situation est désormais bien proche d'être généralisée, faisant de toute cette question un mystère total, fruit de démarches délibérées par les juifs sionistes. Personne ne sera jamais en mesure de différencier le nombre de décès chez les juifs durant la guerre survenue naturellement ou suite au bombardement assimilé de ceux dus aux nazis. Mon opinion est que, quel que soit le nombre de juifs dans les pays envahis par Hitler, le nombre des victimes juives y fut à peu près équivalent en proportion à la proportion totale touchée, polonais, tchécoslovaques et autres. J'ai découvert que c'était l'opinion de tous les survivants des camps de concentration et de l'occupation que je connais, ayant eux-mêmes souffert. Leur compassion pour les juifs était aussi forte que pour les autres, mais ils n'arrivaient pas à comprendre pourquoi le cas spécifique des juifs était isolé et pourquoi le nombre de victimes juives était monstrueusement exagéré. La raison qui leur était cachée devint limpide lors de la pendaison, le jour juif du jugement, car cet acte symbolique conclut la dynamique qui anima l'intégralité de l'occupation des deux côtés de la ligne de démarcation pendant ces premières années et définit même le modèle de comportement futur des dirigeants occidentaux en termes de politique étrangère, et ce bien au-delà des frontières de l'Europe. La vengeance talmudique constitua le point de départ d'une nouvelle ère dans l'histoire de l'Occident, au cours de laquelle les intérêts nationaux avaient été subordonnés à la cause de la nation juive, telle que définie par les talmudistes de Russie. Je dispose d'une description faite par une des personnes présentes de la manière dont le jugement de Nuremberg fut rendu le 30 septembre et le 1er octobre 1946, entre le 26 septembre, Nouvel An juif, et le 5 octobre, jour du Grand Pardon, et fut exécuté immédiatement après minuit au matin du 16 octobre. Hosanna Rabbah, le jour où le Dieu juif, après un délai au cours duquel il mûrit son verdict à l'encontre de chaque individu et se donne le droit d'accorder son pardon aux pécheurs, rend son jugement final. Selon cette description, tout pensait que le jugement serait rendu plus tôt qu'il ne le fut, mais quantité de procédures inutiles le retardèrent jusqu'à la date soit fixée aux environs du 15 septembre. Alors, disent l'un des juges, fit part de ses réserves quant à la mise en forme de certaines parties du jugement. On calcula grosso modo combien de temps il faudrait pour le rédiger à nouveau et le recopier, et c'est ainsi que la date fut fixée. J'ai effacé le nom de juge en question. La conséquence de ce report pour amélioration formelle fut que le jugement fut rendu au cours des 10 jours les plus sacrés de l'année juive et exécuté le jour de la vengeance de Jéhovah. J'avais prédit un tel dénouement dans un livre publié pendant la guerre suite à la déclaration au sujet des Juifs qu'avait fait M. Anthony Eden le 17 décembre 1942 à la Chambre des communes et dans laquelle il avait proféré une menace implicitement limitée aux crimes contre les Juifs. Les auteurs de ces crimes n'échapperont pas à leurs responsabilités. En Amérique, M. Roosevelt avait fait une déclaration dont l'implication était similaire. Le procès de Nuremberg constitua le canevas
de nombreux autres procès de moindre importance relatifs à des crimes de guerre. Ces procès ont été examinés d'un point de vue légal et moral dans les ouvrages de M. Montgomery, Belgion, de M. F.J.P. Verhaeghe et du feu capitaine Russell Greenfeld. Une petite partie de la vérité à leur sujet filtra au fil des années. En 1949, un bureau américain d'inspection des affaires juridiques sollicité suite à de nombreuses plaintes fit un rapport au sujet de certaines des cours martiales américaines qui eurent lieu à Dachau, où 297 peines capitales avaient été prononcées. Le rapport parla de la parodie de procès où les accusés avaient été présentés encagoulés avec des cordes autour du cou et jugés devant les autels factices avec crucifix et bougies. Ils furent soumis à des brutalités afin de leur extorquer des informations qui purent ensuite être produites pendant le vrai procès. On fit croire aux détenus que la parodie de procès était le vrai procès. Le plus important de ces procès fut le procès de Malmedy en 1945-1946, au cours duquel 43 prisonniers furent condamnés à mort. Ce procès concernait la liquidation de prisonniers américains par des soldats SS près de Malmedy en 1944, et l'on pouvait s'attendre à un sentiment d'amertume de la part des procureurs américains à l'encontre de tout coupable avéré. Pourtant, ceux qui tourmentèrent ces prisonniers n'étaient pas des Américains, et ceux qui se souviennent du comportement admirable des troupes américaines en Allemagne après la guerre mondiale auraient pu s'y attendre. C'étaient des juifs autrichiens qui avaient rejoint les États-Unis avant la Seconde Guerre et qui, sous le régime de Roosevelt, avaient rapidement rejoint l'armée américaine et endossé son uniforme comme beaucoup d'autres.